m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une auteure dont la plume interroge, éclaire et accompagne. Antoinette Nyong, coach, formatrice et analyste des dynamiques humaines en contexte africain. Son ouvrage, Coacher entre simplicité, ambiguïté et complexité, publié chez l'Harmattan Cameroun, nous invite à repenser les pratiques d'accompagnement à la lumière de nos mémoires enfouies, de nos résistances culturelles et de nos aspirations profondes. Dans un monde où le coaching se mondialise, parfois sans nuance, Antoinette Nyong propose une approche enracinée, sensible aux réalités africaines, aux fatigues identitaires et aux chemins de résilience. Elle nous parle de Ramaye, de mémoire de transformation, mais surtout d'humanité. Alors, que signifie coacher? Quand on veut vraiment écouter l'autre, comment conjuguer simplicité et complexité sans trahir l'ambiguïté du vécu? C'est ce que nous allons explorer avec elle ici, sur le point littéraire, l'émission qui valorise la profondeur intellectuelle et la sensibilité culturelle. Antoinette Nyong, vous êtes coach exécutive, consultante en stratégie d'entreprise, vous êtes également praticienne en hypnose. Je m'arrête là pour vous dire bon après-midi et bienvenue sur le point littéraire. Merci. Je vais vous dire pourquoi je me suis arrêté. Quelquefois on regardait des émissions à la télévision et ceux qui faisaient de l'hypnose avaient tendance à manipuler l'esprit de ceux en fait qui étaient en face d'eux. Est-ce que vous le faites? Est-ce que l'hypnose c'est pour manipuler les esprits? De quoi est-ce qu'il est question? Expliquez-nous un peu. L'hypnose est un état naturel dans lequel chaque individu déjà entre en état d'hypnose, donc d'hyper-concentration, d'hyper-connexion tout seul. Oui, tout seul. Tout seul déjà, c'est quelque chose qui est très naturel. Oui. On entre en auto-hypnose tout seul. Maintenant, quand on va avoir un praticien pour rentrer en hypnose, donc pour travailler en hypnothérapie, c'est parce qu'on a au plus profond de soi des blessures, des blocages qui nous empêchent d'avancer. On peut avoir des phobies également. Oui. Et donc le praticien en hypnose va juste forcer un mécanisme qui est naturel. Oui. Donc pour stimuler en vous ce que vous avez enfui en vous en fait. Oui, quand je dis forcer un mécanisme naturel, c'est donc plutôt qu'attendre que le cerveau se mette lui-même en mode veille, en mode pause, généralement 90 à 120 minutes, ça dépend de ce qu'on fait. Pendant la séance d'hypnose, donc le praticien va juste forcer. Donc on ne va pas attendre 90 à 120 minutes pour que ça se mette de manière naturelle. On va le forcer. On va travailler avec le client pour entrer dans cet état où on arrive à se connecter à une part plus intime, plus profonde, plus enfouie. Plus enfuie. De soi. Oui. C'est très technique tout ça. Vous avez souvent eu à faire des séances avec plusieurs clients. Est-ce que les résultats sont satisfaisants finalement? Oui, je fais des séances d'hypnose individuelle et également des séances d'hypnose collective. J'en ai fait beaucoup avec des femmes notamment et on a eu de très bons résultats. Désolé de vous avoir accueilli avec autant de brutalité. Vous êtes coach. Est-ce vous l'avez d'ailleurs dit dans votre livre, on semble ne pas prendre ce métier très au sérieux? On ne prend pas spécialement ce métier au sérieux, je pense, parce qu'on ne le comprend pas bien et qu'il y a beaucoup de coachs. Oui. En tout cas, beaucoup de personnes qui s'autoproclament coach. Surtout sur la toile. Sur la toile, oui. Alors, qui est coach? Tout le monde peut être coach. C'est là le problème. Qui est coach, c'est toute personne qui est en capacité d'accompagner une autre personne. Oui. On pourrait le définir comme ça.
le coaching. Pas forcément, on n'a pas besoin de diplôme pour l'être. Le problème, c'est que il n'y a pas aujourd'hui de barrière à l'entrée. Donc, pas besoin d'un diplôme universitaire, pas besoin d'une formation précise, puisque le métier n'est pas normé, il n'y a pas besoin. Simplement, la différence entre un vrai et bon coach et les coachs autoproclamés, c'est la formation, parce qu'il y a une formation quand même pour pouvoir accompagner. Oui. On ne peut pas décider de se lever le matin, donner des conseils sur la toile et devenir un coach hyper connu, comme on le voit très bien sur la toile ces jours-ci. Il faut faire attention à eux. Tout à fait. Attention, vous avez dit la différence fondamentale. On ne peut pas se lever un matin pour donner des conseils sur la toile. À partir du moment où on donne des conseils, on n'est pas un coach. Un coach ne conseille pas. Oui. Vous êtes coach et donc vous travaillez entre l'Afrique et le vieux continent, la France, d'autres pays européens. Comment est-ce que vous décidez, vous, à votre niveau? Vous l'avez dit peut-être dans le livre, mais ceux qui nous écoutent aimeraient savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de devenir coach? J'ai personnellement décidé de devenir coach après des années de management, où j'accompagnais mes équipes dans nos travaux, et j'ai senti que finalement, être manager-coach, c'est aussi un métier à part entière. Ouais. Mais l'appel vers le coaching et l'executive coaching, parce que c'est ce que je fais principalement, c'est-à-dire du coaching en entreprise et coaching professionnel, c'est issu de mon propre parcours, de mon propre parcours de manager, mais également de salarié, et de se dire que j'aurais aimé à certains points, à certains niveaux de ma pratique, être accompagnée par un coach. Oui. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Vous êtes entré très jeune dans le milieu professionnel, vous avez fait 20 ans de travail, vous étiez salarié. Alors, 20 ans plus tard, lorsque vous décidez d'abandonner la banque et les assurances, est-ce qu'on ne vous dit pas qu'il s'agit d'une folie que vous êtes en train de réaliser? Nous sommes en Afrique, nous sommes des Africains, on comprend que dès qu'on parle de banque, on parle donc de beaucoup d'argent et des avantages. Surtout qu'à l'époque, quand vous décidez de tout arrêter, vous êtes déjà cadre. Effectivement, je suis cadre, je travaille dans de grandes structures en France, et bien évidemment, hein, ça a été considéré, même jusqu'à il y a peu de temps encore, par ma famille, même ma mère, par une grande folie. Très régulièrement, elle me dit « mais retourne au travail, parce qu'on ne comprend pas bien ce que tu fais là ». Donc oui, ça a été mal perçu, peu compris par mon entourage. Mais quand on porte quelque chose, une vision, bon, c'est la fin qui justifiera le choix. Au regard de votre expérience à vous, vous avez été dans le milieu professionnel, est-ce que vous vous dites qu'il faut impérativement en entreprise avoir régulièrement des coachs pour accompagner le personnel? Parce qu'il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup d'incompréhension. Vous avez parlé du burn-out, par exemple. Beaucoup de personnes sont fatiguées à un moment donné de faire ce qu'ils faisaient au départ avec amour. Oui, personnellement, le burn-out, je l'ai presque vécu avant de sortir de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est tellement chargé, surchargé, mais on a aussi tellement envie de bien faire. Les rapports humains sont tellement conflictuels et malgré tout compliqués en entreprise et compétitifs. Cette compétition qui est entre les salariés, les managers, c'est un environnement qui est quand même qui est violent, l'entreprise. Il faut pouvoir le dire, c'est violent. Parfois, ça devient toxique. Complètement, c'est violent, c'est toxique, et donc c'est pour ça que je pense qu'il faudrait dans toutes les structures, c'est déjà le cas en Europe, en France et aux États-Unis, il y a des coachs d'entreprise dont le travail est là pour coacher. Oui. C'est nécessaire. Le coaching, c'est pas non plus la thérapie, parce que on a dans les entreprises déjà des infirmières ou des médecins du travail. C'est vraiment un autre aspect qu'il faut pouvoir intégrer dans l'entreprise pour pouvoir permettre aux personnes d'être plus épanouies. Oui, de continuer à évoluer. De continuer à évoluer. À performer et à prendre du plaisir à faire ce qu'ils font. Oui. Est-ce que, je vais vous poser une autre question qui peut paraître banale, mais qui est... Beaucoup de personnes, certainement, auditeurs nous écoutent. Est-ce que le coaching n'est pas une affaire de blanc? Vraiment, je pose une question. Est-ce que c'est pas une affaire de blanc? Ça veut dire quoi, une affaire de blanc? Une affaire de blanc, pour dire que c'est pas dans notre contexte. Les gens ne vont pas voir un coach parce qu'ils ont un souci au travail en Afrique. Oui. Enfin, n'allez pas, parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas. C'est ça. C'est comme les gens ne vont pas voir des psychologues. C'est comme les gens ne vont pas parler de leurs problèmes sentimentaux, de couple, à un coach, à un conseiller matrimonial. C'est pas une affaire de blanc, c'est une affaire d'être humain. Oui.
On a besoin d'être accompagné de temps en temps. Tout le monde, peu importe le continent, peu importe l'homme ou la femme, l'individu n'est pas né pour être seul ou ne pas être interconnecté. Beaucoup de problèmes se résolvent lorsqu'on a quelqu'un avec qui en parler et quelqu'un de neutre. Oui. Parce que quand on va parler de son problème à son manager ou à son collègue, la personne n'est jamais neutre. Donc, ce qui va sortir de là, de l'échange, ça va être un conseil ou rien. Et donc, de la frustration, une orientation qui ne permet peut-être pas forcément une bonne évolution. On a l'impression d'être pas compris ou incompris. Alors, finalement, je disais, c'est une affaire de blanc, peut-être parce que le coaching a commencé, je veux dire, que dans un environnement qui n'est pas le nôtre. C'est dans des pays européens qu'on a commencé à évoquer ce thème, qui a évolué avec le temps, on s'est approprié et finalement ça a pris corps. Alors aujourd'hui, vous avez décidé, vous avez donné une autre orientation au coaching, peut-être pas une autre orientation, mais vous avez décidé de l'adapter, sinon tropicaliser, vous avez inventé une méthode que vous appelez Ramae. J'espère que je ne me trompe pas. C'est tout à fait ça, oui. Pourquoi vous avez senti la nécessité de trouver un modèle qui sied ou qui se rapproche nécessairement de l'Afrique? Coacher, ça veut dire donc accompagner. Pour accompagner une personne, il vaut mieux être proche, quelque part, de cette personne. En coaching, on appelle ça l'alliance. Il faut donc créer une alliance. Arriver également à se connecter de manière émotionnelle, inconsciente, à la personne qu'on coach. Quand on rentre dans un environnement qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire un environnement, je parle plus culturel que technique, professionnel, un environnement culturel avec ses codes, venir avec une autre méthode complète, sans prendre en compte les codes, peut être brutal et donc amener du rejet ou de l'inefficacité. Mon constat a été de dire que venant avec des méthodes qui fonctionnent dans un autre environnement, c'est comme si, par exemple, je vais vous dire, je suis venue dernièrement avec des concombres. Des concombres que je fais pousser chez moi en France. Et j'ai voulu planter les mêmes concombres ici. Et sur Cameroun? Oui. Ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché. Oui. L'environnement n'est pas le même. Le climat non plus. Oui, et pourtant il y a des concombres ici, mais ils ne ressemblent en rien à mes concombres. Oui. Et donc le peu de concombres qui sont sortis étaient complètement transformés. Ils ne ressemblaient pas du tout à la même graine. Mais ils ressemblaient à ceux d'ici. Ils commençaient à ressembler à ceux d'ici, un peu gros, jaune, alors que c'est ma graine, et je sais très bien la tête qu'ils ont quand je les plante là-bas. Mais quand je les ai emmenés ici... C'était pas la même chose. C'était pas la même chose. Donc il était mieux de trouver un produit qui marche ici, qui soit mieux adapté avec l'environnement. Vous dites qu'il faut tenir en compte les réalités locales, et même peut-être la culture, les antécédents, peut-être les ancêtres. Vous avez dit qu'il faut cet enracinement culturel-là. Pourquoi est-ce qu'il le faut? Parce que c'est ancré en nous. Il n'y a pas, ou très peu d'Africains qui ne pensent pas qu'ils portent en eux des mémoires. Oui. Ou qu'ils portent en eux leur famille. Il y en a très peu. En Europe, c'est beaucoup plus... Non, les gens pensent qu'ils sont tombés d'un arbre et qu'ils sont des pommes isolées. Ici, en Afrique, quand même, au Cameroun, les gens portent ça en eux et en ont conscience. Et s'ils n'en ont pas conscience, il y a de toute façon l'entourage pour rappeler toutes les 5 minutes que tu n'es pas tu n'es pas tout seul. Donc, tu viens de quelque part. Tu viens de quelque part. Et c'est vrai, on porte tous en nous des mémoires, des gènes qui nous font aller de tel ou tel endroit, prendre telle ou telle décision de manière inconsciente. Donc ne pas prendre ça en compte pour accompagner une personne, c'est louper un bout de l'accompagnement. Vous avez certainement déjà commencé à adapter cette méthode. Quels sont les résultats que vous avez? Vous dites c'est encourageant, vous avez touché exactement là où il fallait? Je pense avoir touché exactement là où il fallait en individu, parce que la méthode Ramae peut se faire chez des individus en particulier. Donc vous et moi, on peut très bien travailler sur la méthode Ramae à partir de l'arbre des connexions, c'est-à-dire chercher quelles sont les mémoires que vous portez et finalement comment est-ce qu'elles façonnent votre perception de vous et du monde aujourd'hui. Et en entreprise, l'arbre des connexions et donc la méthode Ramae permet de mieux comprendre les personnes avec qui on travaille, qui elles sont et ce qu'elles portent en elles. Donc les résultats sont une plus grande compréhension mutuelle, parce que les vraies douleurs en entreprise, elles ne naissent pas tant de la charge de travail technique, mais de la charge émotionnelle et humaine, de l'incompréhension née des individus. Donc quand on arrive à recréer un ciment émotionnel et individuel, donc une collectivité, c'est-à-dire que
on comprend la mémoire de l'autre. On se livre. Beaucoup vont dire en entreprise, il ne faut pas se livrer, il faut garder ses secrets. Oui, on évite de se confier à tout le monde parce qu'on se dit que demain, ça peut être que utiliser ça. Enfin, on peut utiliser ces faiblesses-là, quelquefois, si on veut blesser un collaborateur ou un collègue. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que, on l'a dit tout à l'heure, les gens n'étaient pas habitués au coaching, surtout dans notre environnement, les gens se rapprochent de vous. Est-ce qu'il y a une meilleure connaissance de ce qu'est ou de ce que font les coachs? Je ne pense pas. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Parce que moi, je suis au Cameroun maintenant depuis 2 ans. Je fais beaucoup d'allers-retours. Je suis là depuis 2 ans. Et à chaque fois, quand même, qu'on dit que je suis coach, il y a des petits sourires, il y a des oui, bon, ça va quoi. Oui. T'es pas très. T'es coach, quoi. On voit pas bien ce que tu fais, mais t'es coach. Et donc, c'est la raison de ce livre. C'est de dire, en réalité, c'est un vrai métier, un métier nécessaire, un métier complémentaire qui permet une meilleure croissance parce que quand l'individu est bien, quand l'individu est performant, la croissance de l'entreprise va avec. Donc le métier aujourd'hui n'est toujours pas bien compris, c'est pour ça que le livre Coacher est là. J'explique les différences entre tous les métiers de l'accompagnement. Des fois, un client n'a pas besoin de coaching, mais de consulting ou de médiation ou de facilitation. Et donc, tous ces métiers-là, je les explique dans le livre. Oui. Concept après concept. Concept après concept, utilité après utilité. Ça veut dire que quand on m'appelle pour du coaching, on sait exactement ce à quoi on s'attend comme travail. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, des gens m'appellent, mais c'est plus pour du consulting. Alors, effectivement, je fais également du consulting, mais on me dit non, je veux un coach. Ben non, là, vous voulez du conseil. Du consulting, oui. Des conseils pour pouvoir... Généralement, c'est peut-être pour les entreprises et autres, même pour les individus. Les individus, beaucoup ne savent pas, ils ont besoin plus d'accompagnement thérapeutique que de conseils. Cependant, sur la toile, on a des conseils. On n'a même pas d'accompagnement thérapeutique. On a du conseil. Et quelques rares coachs. Quelques rares coachs. Vous avez détecté quand même des bons, des moins bons. Est-ce que vous suivez, par exemple, sur la toile, quelques coachs? Alors, sur la toile, moi, je suis plutôt des influenceurs. Des influenceurs. Oui, j'ai encore eu du mal à trouver... Mais quelquefois, ces influenceurs-là se présentent comme étant des coachs. Bien sûr, mais j'explique également dans le livre ce qu'est un influenceur. Et ils se présentent comme étant des coachs. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent le faire dans la mesure où le métier n'est pas normé. Il n'y a pas... C'est comme si, par exemple, demain, le métier de docteur, de médecin est normé. Donc vous savez que vous ne pouvez pas, même si vous avez les bonnes plantes à la maison, vous ne pouvez pas dire que je sais soigner telle maladie, donc je suis docteur. Parce que là, on va vous arrêter. Bon, c'est vrai qu'à un moment, beaucoup le faisaient. Hein. Maintenant, on a décidé de normer, d'avoir l'ordre des médecins, mais maintenant, même ceux qui font de la, on va dire les tradis thérapeutes, on a trouvé des moyens pour normer. Donc c'est important aujourd'hui. On va marquer un break et vous allez nous dire exactement quels sont les secteurs ou les domaines de la vie où le coach peut intervenir efficacement. MTN School offre 2025 bourses scolaires. Jusqu'à 2 millions de francs CFA, des laptops, des MiFi avec 9 mois de connexion Internet offert et 1 an de chat GPT+ à gagner chaque semaine. Rejoins le secteur Yamo au étoile 220 dièse, postule sur yamo.mtn.cm ou paye par Momo à partir de 5 237 francs au étoile 126 dièse ou avec la nouvelle Momo App. MTN, partenaire officiel de la rentrée. Merci d'écouter la radio, déjà 15h30 à Yaoundé. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que vous écoutez effectivement le point littéraire. Nous recevons Antoinette Nyon qui nous présente son livre Coacher entre simplicité, ambiguïté et complexité. Un livre publié aux éditions Amatan Cameroun, préfacé par Mathias Mondo. Et c'est vrai que le livre a été récemment présenté à Yaoundé. Les Camerounais peuvent l'avoir et nous allons dire comment. Il y a déjà certainement dans les librairies et bibliothèques ce livre qui pourrait aider à mieux comprendre le coaching, à mieux comprendre l'activité des coachs. Parce que quelquefois, on le dit coach un peu pavané, hein.
Et tout le monde savait que le coach, il n'y avait que le coach dans le football, dans le sport de façon globale. Alors, dans quel autre secteur le coach intervient? Alors, le coaching, pour moi, je l'ai classé en deux catégories. Le coaching personnel et le coaching professionnel. Dans le coaching personnel, il y a 8 secteurs dans lesquels un coach peut intervenir. Donc, on a le coaching de vie, donc le life coaching, celui qui est le plus répandu, notamment sur la toile. On a le coaching santé et bien-être. Attends, coach de vie? Oui, coach de vie. Ok, ce sont des personnes quelquefois qui peuvent donner des conseils sur la vie, les relations sentimentales et tout le reste? Alors, le mot conseil ne va pas avec coach. Un coach vraiment ne conseille pas. Alors là, elle fait quoi? Elle oriente? Elle n'oriente pas. Vous voyez, c'est en ça que c'est complexe le coaching. Parce qu'on doit pas influencer la décision de l'autre. On ne doit pas le conseiller ni l'orienter. On doit l'écouter et lui apprendre à trouver lui-même la solution à son problème. Mais si la personne a déjà la solution à ses problèmes, pourquoi est-ce qu'on va rencontrer un coach? Parce que ça n'a pas fonctionné. Si vous avez la solution à un problème et que vous venez voir un coach, c'est que le problème est toujours là. Maintenant, le coach va vous aider, va vous accompagner à réfléchir autrement, à voir les choses autrement, pour que vous-même vous réfléchissiez réellement au meilleur angle à prendre pour votre problème. Et vous allez le tester. Les coachs peuvent être dangereux. Vous avez pris un exemple où cette dame avait rencontré une coach, je crois, et elle a dit ça ne donne pas à la maison, ça ne marche plus. Et la coach a dit simplement, allez, vas-y, privez de sexe votre mari. Ça n'a pas marché parce que le mari, à un moment donné, a dit, de toutes les façons, vous n'avez pas le monopole, je vais voir ailleurs. Ça n'a donc pas marché. Donc, quelquefois, on peut avoir des coachs qui vous aident pas vraiment à trouver les bonnes solutions. Complètement, et c'est ce que je dis encore une fois là, ce n'est pas un coach. Un coach ne peut pas prescrire une solution. Ce n'est pas un médecin. C'est pas un médecin. Là, on est sur des influenceurs, des personnes qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Oui, allez-y. Les personnes qui font le buzz sur les réseaux sociaux, mais on n'est pas sur du coaching. Le coaching va être, par exemple, dans cette situation, ça aurait été de questionner. D'où vient l'origine du problème, et que la personne commence elle-même à réfléchir à d'où vient l'origine du problème. Qu'est-ce que vous avez déjà tenté comme solution pour régler le problème? Et la personne va dire, j'ai déjà tenté ça comme solution. Qu'est-ce que vous pourriez tenter comme autre solution pour résoudre le problème? Parce que vous connaissez, vous, votre mari à la maison ou votre femme, vous savez que si vous faites telle et telle chose, voilà ce qui peut arriver. Donc, c'est toujours questionner l'autre. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait? Qu'est-ce que vous pourriez essayer de faire? Comment est-ce que vous pourriez réfléchir autrement? Peut-être que s'il ne vous parle pas, c'est pas forcément vous le problème. Peut-être qu'il a lui-même un problème. Oui, peut-être qu'il a besoin d'un moment de solitude. Ça peut arriver. Il a besoin de réfléchir, ça ne va pas peut-être au boulot et tout. Ou il fait une introspection. Peut-être, en fait, on n'en sait rien. On n'est pas dans la tête de l'autre. Un coach va juste amener son client, sa cliente, à se dire, ok, là tu es focalisé par exemple sur ton mari qui ne te parle pas ou qui boude ou qui fait ci. Peut-être qu'il a un autre problème. Mais pendant qu'il a un autre problème, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour que toi, tu te sentes bien? Parce que tu ne peux pas agir sur lui. On ne peut pas agir sur les gens. C'est vrai. Donc, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour toi te sentir bien? Et donc, c'est à partir de là qu'on va commencer le travail de coaching. C'est-à-dire de travailler sur la personne. Le coach n'agit que sur son client. Oui. Sur une personne qui n'est pas effectivement avec lui. Alors, vous avez parlé de coaching de bien-être. Oui. Le bien-être, il y a souvent le mal-être. Pourquoi? On a donc le coaching santé et bien-être, c'est un coaching où on va pouvoir parler le mal-être, c'est-à-dire les angoisses qu'on ressent, les phobies. On n'est pas bien dans sa peau. On n'est pas bien dans on ressent une énergie qui est pas spécialement agréable. Et c'est de comprendre finalement qu'est-ce qui génère, qu'est-ce qui crée ces sensations peu agréables dans le corps. Oui. Et pareil, on va aller dans un travail de questionnement. Le coach, en réalité, quand on comprend bien son travail, c'est celui qui va vous poser beaucoup de questions ou des fois rien dire. Il vous écoute attentivement, vous vous exprimez. Mais il faut quand même poser des questions incisives pour aller fouiller ce problème qui est peut-être enfui totalement dans la tête du client. Oui. C'est qu'il ne veut pas sortir. C'est pas des fois qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas ou qu'il ne le voit pas. Oui. Alors que vous voyez, la différence, c'est qu'un bon coach est celui qui va poser les questions, qui va mettre des hypothèses, et en fonction des hypothèses de travail qu'il va avoir dans la relation, il va orienter telle ou telle question. S'il voit que ça donne pas, ça prend pas, il va réorienter différemment. Alors qu'un influenceur, un médiateur ou un conseiller va dire appliquer cette solution. Oui.
Oui, la différence. Dans le coaching, on marche ensemble sur le chemin et on voit on voit ce que ça donne. Il faut maîtriser la maïeutique socratique. Il faut, tout à fait. Il faut connaître l'art du questionnement. Il faut connaître l'art du questionnement et permettre à l'autre d'avoir l'espace suffisant pour qu'il puisse accoucher de sa solution. C'est pas évident, mais quelquefois, ça soulage. Lorsqu'on arrive à finalement faire sortir de la tête du client, dans son côté le plus enfui, le plus secret des secrets, une vérité qu'il ne voulait pas lui-même sortir. Qu'il ne voulait pas, enfin qu'il ne voulait pas, ne pouvait pas, qu'il ne ressentait pas, parce que le client lui-même est souvent embué dans son problème. Un peu perdu. Il est dedans, il a la tête dedans. C'est comme quand on est au travail, hein, des fois on dit mais sortez la tête du guidon. Quand un client vient en coaching, il est embué, il a la tête dans le guidon, il est dans son problème. Il n'arrive pas à voir un autre aspect du problème. Et donc, le questionnement, l'accompagnement, la présence, et puis certains jeux aussi qu'on peut mettre en place dans le coaching, va permettre d'abord de prendre de la hauteur sur le problème. Donc, de sortir la tête, et l'accompagnement va faire qu'on va le regarder différemment. D'accord. À côté du coaching de vie, on a bien-être et santé, il y a d'autres coachings forcément. Donc, dans le domaine personnel, oui, il y a le coaching relationnel, c'est-à-dire comment est-ce que j'arrive à trouver une relation. Parce que le santé et bien-être, il est personnel, mais il y a le relationnel. Comment est-ce que je suis en relation avec les autres? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à garder une relation, à garder des amis? Qu'est-ce qui ne va pas, en fait, dans mes relations? On a également le coaching financier, c'est-à-dire, je gère. Comment gérer son argent? Comment gérer son argent? Je crois que ça, c'est très intéressant parce que beaucoup ont du mal à gérer leur argent. On peut avoir beaucoup d'argent. Lorsqu'on perçoit au niveau du guichet, à peine 2, 3, 4 jours, on n'a plus rien. Et il y a encore des dépenses qu'il faut engager. Alors, finalement, gérer son argent, c'est un gros problème. Vous avez des personnes qui sont déjà venues vous rencontrer, notamment pour ce problème-là. Bien sûr, bien sûr. Et pour ça, moi, j'ai un outil, j'ai un tableau de suivi budgétaire. C'est beaucoup de femmes qui sont venues me voir pour gérer leur argent. Ah bon? Pourtant, on pense que les femmes gèrent mieux l'argent que les hommes. On pensait. Donc, visiblement, c'est pas le cas. Il y a beaucoup d'idées reçues. En tout cas, moi, je sais que ce sont des femmes qui sont venues me voir pour justement apprendre à gérer leur argent parce que quand il est là, effectivement, il y a cette envie de le dépenser qui est très forte, de le dépenser un peu rapidement, un peu n'importe comment. Donc, pareil, on commence à accompagner, à questionner ce besoin de dépenser cet argent. Et à partir du moment où on questionne le besoin de dépenser, que la personne se rend généralement compte d'elle-même, qu'elle dépense parce qu'elle comble. Oui, un vide. Un manque, un vide ou une frustration, elle se réaligne elle-même et elle trouve sa solution. Et pour des fois suivre, moi en tout cas, je donne un outil de suivi. D'ailleurs, vous avez écrit un livre sur les secrets. Oui, les 12 secrets de l'abondance. De l'abondance. Donc c'est possible d'aspirer à l'abondance. Ici, il ne s'agit pas seulement d'abondance matérielle, financière, c'est un peu partout. L'abondance, pour moi, est un état d'esprit. Un état d'esprit qui comprend bien évidemment l'abondance matérielle. Il n'y a personne qui est heureux de ne pas avoir à manger dans le frigo et qui va dire « Oh, je vis dans l'abondance, mais j'ai faim ». C'est pas possible. Donc l'abondance, c'est bien évidemment d'abord, pour moi, un état d'esprit qui s'accompagne d'une certaine forme de spiritualité, mais bien évidemment de matériel aussi. L'abondance, c'est avoir... Est-ce que l'argent fait le bonheur? Je pose cette question parce que j'ai écouté quelques réactions autour. L'argent fait-il le bonheur? Ne pas avoir d'argent, ça rend malheureux. D'accord, je crois que la réponse est... Elle est certes subtile, mais elle est claire. À côté des finances, il y a d'autres domaines, notamment à gérer. Oui, donc le coaching spirituel, on peut avoir des personnes, effectivement, qui sont en proie à des doutes, à des questionnements sur leur spiritualité. Donc on a le coaching spirituel, il y a des coachs qui sont spécialisés en ça. Le coaching de transition, c'est-à-dire pareil, c'est... Aujourd'hui, je suis dans telle relation, dans telle vie, dans tel travail, voilà, ou même... J'ai besoin de passer d'un point A à un point B. D'un point A à un point B dans ma vie, c'est-à-dire la transition. On a par exemple la transition de la quarantaine. On a des personnes qui arrivent juste parce que elles commencent à voir ce cap de la quarantaine et de se rendre compte que il y a un bout de la vie qui est passé et il y a un autre bout dans lequel on est en train d'entrer, dans lequel le corps, l'esprit, tout ce qu'on est a changé. Et c'est pas évident souvent. Je crois qu'on parle souvent de crise de quarantaine. La quarantaine, et quelquefois, ça ne donne pas. Je dis, là, je suis en train d'entamer une autre phase de ma vie. On a pris de l'âge. Je ne vais pas dire qu'on est moins intéressante, mais il y a d'autres réalités maintenant qui se présentent à nous.
C'est ça, le coaching de transition, généralement, il arrive dans ces phases-là. Dans des phases où voilà, on atteint la quarantaine, la cinquantaine, et on se dit, ok, il se passe quelque chose dans mon corps, il se passe quelque chose dans ma tête, je suis plus la même, je me sens, pour la plupart, je me sens vieux. Je me sens vieux, je me sens vieille, je me sens moins désirable, je me sens moins. Et donc, on accompagne ces personnes-là dans la transition, l'acceptation de qui ils sont, le deuil aussi de qui ils étaient, mais la projection de qui ils deviennent aussi. Parce qu'on ne s'arrête pas de vivre à 40 ans. Non, au contraire. Heureusement. Pour certains, on commence à entrer dans une nouvelle phase de sa vie. On peut faire une reconversion, on peut décider de faire autre chose, on peut changer d'activité, on peut faire un autre boulot, en se disant que maintenant, à 40 ans, on ne fera plus exactement ce qu'on faisait lorsqu'on avait 30 ans. C'est aussi une phase de la maturité. Quelquefois, c'est important de le savoir. Alors, il y a... peut-être on va laisser cet aspect d'abord de la famille. Et si on parlait du coaching professionnel, vous avez notamment un domaine dans lequel vous excellez, vous exercez, c'est le coaching exécutif. À l'intérieur, vous êtes appelé au quotidien à former des personnes et ça va nous permettre aussi de parler rapidement. Je vous ai vu à l'œuvre. Je suis venu un jour à la maison Ibokodo. Je vous ai regardé faire. Je vous ai écouté parler à ces femmes qui au départ avaient beaucoup de peine à prendre la parole. Et je crois que sur les modules qui étaient à l'ordre du jour, les prises de parole, la nécessité pour les femmes de s'engager aujourd'hui en politique, est-ce que vous avez l'impression que c'est un combat qu'à la longue on finira par gagner? Les femmes sont de moins en moins nombreuses. Elles sont très peu nombreuses dans le domaine de la gestion du pouvoir. Que ce soit il n'y a pas de femmes gouverneurs parmi les 10 régions, ça c'est un problème quand même. Lorsqu'on regarde au niveau du Sénat, il y a des femmes, mais quelquefois on est allé presque sortir ces dernières de leur maison pour dire on a besoin d'un quota de femmes, il nous faut des femmes. Est-ce que c'est un combat qu'on peut à la longue gagner au regard des mentalités, au regard des idées conçues qu'on a eues il y a plusieurs années? Des idées conçues. Oui, préconçues. On dit que la femme, c'est à la cuisine. Et dans votre discours récemment, vous avez dit que non, la femme n'est pas seulement à la cuisine. Et dans le discours récemment, j'ai dit que la femme, c'est bien qu'elle commence par la cuisine, parce que c'est là où on apprend, on se forme à la gestion d'un État. C'est ce que j'ai dit. Donc, j'ai pas de problème à ce que la femme soit à la cuisine, bien au contraire, il faut y aller. Elle peut être à la cuisine et au bureau en même temps. Elle peut être à la cuisine et au bureau, pas en même temps, c'est compliqué. Tout ça va nécessiter une organisation. Et c'est peut-être ça qu'il faut aujourd'hui pouvoir mettre dans la tête des femmes et des hommes, c'est que tout est possible à partir du moment où on le structure, où on l'organise. À partir du moment où les choses sont structurées et organisées, les femmes peuvent se libérer du temps pour pouvoir vaquer à d'autres occupations et donc pourquoi pas devenir gouverneur si elles en ont envie. Il faut encore une fois en avoir envie. Maintenant, quand une femme a envie de faire quelque chose, il faut donc l'accompagner, lui permettre d'avoir des formations, de prise de parole en public, d'entrepreneuriat, enfin tout un tas de formations. Donc pour moi il y a deux choses dans votre question, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas autant de femmes dans gouverneur, ou en tout cas j'ai retenu gouverneur ou sénatrice. On a 13 candidats, on n'a qu'une seule femme à la présidentielle du octobre prochain par exemple. Ça, je pense que c'est plus... Je suis pas sûre que ce soit les femmes qui ne veulent pas. Moi, je sors d'un programme, là, où, à la fin, il y a plusieurs femmes qui ont dit « Ah, ben nous, on a envie, on aimerait. » Donc, en fait, ce sont les hommes qui dérangent. Je suis pas sûre non plus que ce soit les hommes qui dérangent. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il faut réussir à trouver un équilibre. Un équilibre et une complémentarité. Et le changement de mentalité, ou en tout cas l'évolution, doit être là, dans la complémentarité homme-femme plutôt que dans l'opposition homme-femme. Et je ne dis pas que ce sont les hommes qui dérangent, parce que tous les hommes ne dérangent pas. Moi, je suis accompagnée de beaucoup d'hommes dans mes activités, et ils me portent. Donc, il faut vraiment arriver à transformer et à dire, aujourd'hui, c'est la complémentarité que l'on recherche. Et ça, c'est important. Parce que déjà, il y a des débats. Récemment, j'ai écouté un débat ici à la radio où on demandait qui était le chef de la famille. Est-ce qu'on est encore à ce niveau que chercher qui porte le pantalon et pas l'autre? C'est nécessaire de savoir qui porte le pantalon?
Je pense encore une fois que dans une famille, il devrait y avoir cette complémentarité-là. Un enfant ne naît pas tout seul, ne se conçoit pas tout seul. À partir du moment où il faut 2 personnes pour concevoir un enfant, donc concevoir une famille, on est une famille à partir du moment où on est 2. Oui. Ça veut donc dire que chacun doit prendre sa responsabilité. Prendre sa responsabilité, c'est prendre sa responsabilité en fonction de ses forces. Oui. C'est-à-dire... Je ne vais pas, moi, pouvoir porter la même charge lourde. Par exemple, mon mari peut porter 6 packs d'eau, là où moi, je peux en porter 4. Oui. Parce que physiquement, je ne peux pas en porter plus. Et que s'il fallait, peut-être que je en mettrais un autre sur ma tête. Et je ne sais pas, mais techniquement, physiquement... C'est pas faisable. Ce n'est pas faisable. Ouais. Ça veut donc dire qu'il a sa responsabilité, j'ai ma responsabilité. Mais que nous sommes complémentaires. Et c'est ça qui, pour moi, aujourd'hui, cette absence de reconnaissance de la complémentarité nécessaire à l'équilibre de la famille qui pose problème. Oui. Parce que je ne suis pas d'accord avec les femmes qui disent, parce qu'il est l'homme, il faut qu'il porte les 10 packs d'eau et que moi, je ne prenne pas ma part des 4. Pour qu'on se comprenne bien, est-ce que si madame a un travail qui lui donne 700 000 francs CFA et que le mari a un travail qui lui donne, allons-y à 250 ou 300, qui paye le plus de choses à la maison? Encore une fois, c'est un problème de complémentarité. Comment est-ce que ça veut donc dire que si le loyer, admettons, est de 500 000, si le mari a combien? 230 000 250 000? Le mari a 300 000, la femme est à 700. Ok, le loyer est de 500. Ça veut dire que si on demande au mari de payer entièrement le loyer, lui va se retrouver endetté. Oui. Puisqu'il aura mis tout son salaire et il va aller emprunter quelque part ou faire des avances de salaire pour pouvoir assumer sa charge. Et pendant ce temps, madame va donc, elle, faire des économies. Est-ce que c'est ça, la complémentarité, le soutien, l'amour qu'on a quand on se met dans une maison, dans un foyer avec quelqu'un? Alors, généralement, nous sommes les Africains, on dit c'est l'homme qui se charge de tout. Donc maintenant, l'argent de la femme, c'est pour la femme et sa famille. Faut-il dire que la femme, comme le loyer est 500 000, qu'elle puisse dans son salaire, les 500 000 pour le loyer, et comme ça, les 300 000 de monsieur serviront à payer, à manger à la maison, l'électricité et peut-être le câble à la maison également. Vous savez, on n'est pas dans la chambre des gens, dans leur maison. Moi, ce que je dis à des femmes qui sont déjà venues me soumettre cette question-là, c'est à quel point tu aimes ton mari? Parce que si tu aimes ta personne, tu ne peux pas accepter que lui se retrouve en difficulté parce qu'il paye le toit où nous dormons tous, où il dort, où tu dors. Oui. À quel point finalement on aime les maris ou les femmes avec qui on est. À quel point on se sent responsable de... Encore une fois, tous ces problèmes-là arrivent quand on nie le problème de la responsabilité. Oui. En tant que femme, je le dis, nous devons être responsables d'abord de notre propre vie. Oui. Donc à partir du moment où je suis responsable de ma propre vie, je n'attends pas que mon homme soit totalement responsable de ma vie. Il est responsable de ma vie comme je me sens responsable de la sienne. Ça veut dire que si demain il a un accident, handicapé, amputé, je vais donc le laisser parce qu'il ne pourra plus ramener d'argent? C'est pas normal, ce n'est pas de l'amour. Donc je suis responsable de ma vie, il est responsable de sa vie et nous sommes ensemble responsables du bien-être commun. Voilà qui est dit. Alors je rappelle que le livre Coacher, entre simplicité, ambiguïté et complexité, est immense. C'est un livre profond. On explique clairement, mais vraiment clairement, ce que c'est que le coaching, les différences qu'il y a avec le reste. Et d'ailleurs, on les a évoquées. Et ça donne en profondeur votre démarche en ce qui concerne votre méthode à vous. Et on va laisser le soin aux auditeurs d'aller découvrir le contenu. Le livre est disponible un peu partout. On peut le trouver à Peuple Noir, la librairie la plus proche. On peut le trouver à Peuple Noir et chez l'Harmattan. On peut également alors j'allais dire le commander en ligne parce qu'il est disponible en ligne, mais je pense que c'est difficile de se faire livrer par Amazon ici au Cameroun. Au Cameroun. De toutes les façons, puisqu'ils nous écoutent même sur la toile, ceux qui sont en France, en Europe, un peu partout, peuvent commander par Amazon. Oui. Alors si vous nous parliez, puisqu'il nous reste à peu près 5 minutes, du Bloom Leaders Challenge. Les activités se sont achevées, c'était la semaine dernière, je veux dire précisément vendredi dernier. Vous avez une cuvée de 26 femmes qui ont suivi une formation assez approfondie. On a vu ces dernières présenter des projets, mais alors des bons projets, voire que ce soit uniquement des femmes qui arrivent à de tels progrès. Vous, est-ce qu'on se dit satisfaite, on a fait son job, et puis la suite c'est quoi?
mon job n'est pas terminé. Je suis satisfaite, mais le job n'est pas fini. Le job ne finira jamais. Jamais, parce qu'on parle, on parle d'humain, on parle de développement personnel, de développement professionnel, de développement communautaire. Donc le travail n'est jamais fini. Néanmoins, je suis satisfaite du Bloom Leader Challenge. Je suis satisfaite d'avoir vu ces 26 femmes qui ne se connaissaient pas au départ, venues des 4 coins du Cameroun et de la diaspora, travailler ensemble. Ma méthode, c'est toujours la même que j'applique partout où on me demande de travailler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler en grand groupe. Faire travailler 26 personnes sur un même projet, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Donc j'applique ma même prescription partout. Je divise les groupes. Je dis ok, vous choisissez. Donc je mets en place un processus où les gens choisissent pour travailler ensemble. Ils créent une équipe. Et dans cette équipe, ils créent un projet. Parce que toutes les dynamiques humaines se créent à partir du moment où il y a objectif, challenge, compétition. Et c'est là où je peux faire mon coaching, ou c'est là où je peux sortir quelque chose, c'est-à-dire les mettre dans une situation de création. C'est là où on transforme les gens. Donc c'est ce qu'elles ont fait. Elles ont créé des projets qui tous aussi bons et pertinents les uns que les autres, utiles à l'environnement, à la société. Et ça, c'était vraiment magique de les voir défendre leur projet, le créer, enfin l'imaginer, le créer, travailler ensemble, affronter les difficultés qu'elles ont eues, parce qu'elles en ont eu beaucoup au sein des groupes. Travailler ensemble, se coordonner, décider. Il y a vraiment eu une belle émulation autour de ces projets. Maintenant, ce qu'il faut, c'est pouvoir les mettre en œuvre. Donc, 2 groupes ont reçu un prix, un accompagnement technique et un accompagnement financier. Mais bien évidemment qu'on va tout faire pour que les 5 groupes puissent, à un moment donné, implémenter leur projet. Parce que chaque projet a sa place et nécessite d'être une mise en œuvre concrète. Et pour la suite, il y aura d'autres vagues de femmes qui seront formées d'ici à là? Bien sûr, le Bloom Leader Challenge, c'était notre première édition. On espère en avoir au moins 20 autres. Donc, on repart l'année prochaine. Peut-être plus. Au moins 20. Donc, ça veut donc dire que l'année prochaine, on repart sur un nouveau challenge, un nouveau Bloom Leader Challenge 2026, pour pouvoir donner à des femmes envie de s'engager pour leur environnement, pour leur pays, envie de donner à des femmes de se dire que nous aussi, on peut changer des choses, soit en créant des organisations, soit pourquoi pas en se présentant à certaines élections, comme vous l'avez dit, gouverneur, sénateur, municipal, pourquoi pas présidentiel. Il faut donner l'envie, il faut donner la capacité de croire que c'est possible. Juste mettre ça dans le cœur des gens que c'est possible, c'est déjà une grande transformation. Alors, peut-être pour sortir cette fois-ci, vous avez en face de vous des dames, des femmes, des jeunes filles, puisqu'il est pratiquement, il est pratiquement 16 heures, elles sont soit dans les taxis, soit déjà à la maison. S'il y en a qui veulent s'investir dans le coaching ou en faire un métier, quels sont les prérequis? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Quelles sont les clés pour ouvrir les portes, notamment de ce domaine, peut-être pas encore très connu, mais qui prend quand même une certaine place désormais dans notre environnement? Pour moi, il faut déjà avoir l'envie de vouloir être au contact de l'humain et de l'accompagner. Ensuite, il faut aller se former, bénéficier d'une vraie formation, parce qu'aujourd'hui, il y a des organisations, il y a des écoles qui forment au coaching. Donc, il faut aller se former. C'est un vrai métier d'accompagnement humain pour lequel une formation et un accompagnement soi-même est nécessaire. C'est-à-dire que le coach, même moi, je suis également accompagnée, supervisée dans ma pratique. Donc, il faut bien comprendre que c'est un métier qui est exigeant et qu'il est tout à fait possible de le réaliser en le faisant bien tout en étant formé. Antoinette Nyung, merci d'être venue à la radio, merci d'avoir échangé avec nous, avoir partagé à cœur ouvert sur votre livre Coacher. Merci d'avoir pris de votre temps
Vous êtes encore au Cameroun? Vous restez? Oui, je suis encore là. Vous vous plaisez? Vous êtes chez vous? Je suis chez moi. Vous consommez local? Tout à fait. Vous n'avez pas besoin de revenir avec des concombres, hein. Il y en a ici. Localement, il y en a. Et puis, je dis également merci à André Achilmeka. C'est un ami, un frère, un compagnon dans le combat de la promotion du livre. Ça fait quand même 10 ans qu'on se connaît ou plus. Et on continue à faire le travail. C'est lui qui nous a mis en contact. Et je suis très heureux. Merci André Achille pour la rencontre. Il y a également la maman qui est venue. Vous avez fait du bon travail. Quand on regarde le produit fini, là, et puis la femme qui est devenue votre fille au départ. En tout cas, bonne suite et surtout bonne continuation, Antoinette. Merci beaucoup.